nous allons accueillir maintenant Emmanuel Contamin, notre troisième intervenant. Donc, bonjour Emmanuel Contamin. Vous êtes psychiatre, spécialiste de la thérapie des troubles post-traumatiques et notamment de l'EMDR, avec mouvement de désensibilisation, rétroprocessing, enfin, pour dire en français, désensibilisation et retraitement des souvenirs traumatiques par les mouvements oculaires. Et vous êtes l'auteur de Guérir de son passé avec l'EMDR et des outils d'auto-soin. On y revient. Publié en 2017. En librairie depuis le 17 février 2021, vous venez de publier Les 5 cercles de la résilience, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Tout est lié. Donc, j'introduirai peut-être votre intervention en disant, alors que les ondes de choc se multiplient, dérèglements climatiques, crise sociale, économique, comme vous le dites, conflits, et là-dessus se rajoute le Covid, tout cela révèle finalement nos vulnérabilités. Comment alors y faire face sans perdre de notre humanité? Nous sommes impatients de vous écouter développer ce concept de résilience plurielle à laquelle nous souhaitons faire appel, cette résilience plurielle qui est à la fois personnelle, familiale, collective, nationale, écologique, donc, et celle que vous allez nous développer pendant cette intervention. Je vous donne donc la parole à vous, Emmanuel Contamin. Merci Martine et merci à Gérard de m'avoir proposé de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que le sous-titre de mon livre fait transition avec ce qu'on finissait d'évoquer, prendre soin de soi, des autres, de la planète. La pandémie nous met vraiment face au visage à quel point tout ça est lié. Et j'ai envie de commencer par une citation du philosophe Abdenour Bidar qui dit « Avant le confinement, nous étions enfermés, mais nous ne le savions pas, dans une vie dans laquelle du matin au soir, nous courons sans queue ni tête. Le confinement immobile, comme l'agitation, l'excitation, l'énervement et l'éparpillement, sont deux enfermements en réalité, l'un chez soi, l'autre perpétuellement hors de soi. Nous sommes enfermés dans un système insensé qui nous fait tourner sans fin dans la roue du travail et de la consommation addictive. » Donc, je vous partage cette illustration qui nous montre cette représentation de ce qui peut être stimulé de désirable, qui fait le lien aussi avec votre focus sur l'alcoolologie et l'addictologie. Et on voit bien que cette femme, là aussi, n'est ni vraiment dans l'être, ni vraiment dans le temps. Elle est plutôt dans un instant focalisé sur son image, sur des sensations d'hébétude. Et tout cet état nous fait finalement occulter des réalités qui sont difficiles à regarder, qui sont que nous sommes à un moment assez crucial de notre histoire collective. Alors, j'essaye de passer la diapo suivante, où le GIEC nous montre que l'espace de résilience de l'humanité sur la planète est mis sous pression de l'extérieur par des facteurs biophysiques, le dérèglement climatique, la montée des eaux, la perte de biodiversité qui ouvre la porte aux pandémies, et de l'autre côté, par des facteurs sociaux, la démographie, les conflits, la montée des inégalités qui atteint beaucoup la résilience des sociétés, etc. Donc, plusieurs profils d'évolution sont possibles selon les décisions qu'on prend personnellement et surtout collectivement, qui vont aller vers un espace de résilience plus large ou plus étroit de l'humanité sur la planète. La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, nous dit la même chose. Ce sont les mêmes activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique, de la perte de biodiversité et, de par leurs impacts sur l'environnement, du risque de pandémie.
la déforestation, l'intensification de l'agriculture et de l'élevage, le commerce, la production et la consommation non durable, augmentent les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes et les êtres humains. Et l'OMS défend le concept maintenant d'une seule santé, où on doit prendre en compte à la fois la santé humaine, la santé des animaux d'élevage qui sont très nombreux et très concentrés, et dans lesquels les virus se multiplient et mutent, comme on l'a vu avec les élevages de visons en particulier, et la santé des systèmes naturels. Le confinement est donc l'occasion d'une réflexion, et j'aime bien ce dessin qui nous invite à prendre le temps de réfléchir à notre modèle de développement, à ce que nous désirons vraiment et aux possibilités de choix que nous avons pour construire un monde d'après sans passer par la case effondrement. Cet espoir est celui de la résilience et j'ai essayé de la présenter dans une perspective systémique en montrant à quel point les enjeux de notre résilience personnelle, de notre résilience familiale, à l'échelon des collectivités locales, des nations et de l'écosystème planétaire global sont liés. Ce qui ouvre une perspective d'espoir, c'est qu'il y a une profonde cohérence et une profonde synergie entre les enjeux aux différents niveaux du système qui peuvent créer des effets d'entraînement mutuel. Et je vais essayer de vous en donner quelques exemples au fil de ces 5 niveaux de résilience. En psychotraumatologie, on est assez habitué à parler de la fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est-à-dire la zone à l'intérieur de laquelle notre système neurovégétatif est relativement à l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Nos émotions sont relativement contrôlées, nos comportements sont maîtrisés et le traumatisme nous fait sortir de cette fenêtre de résilience et c'est aussi ce qui nous expose aux addictions pour réguler des émotions débordantes ou des ressentis de vide insupportables. L'enjeu est donc d'élargir cette fenêtre de tolérance et on identifie pour renforcer la résilience à la fois des facteurs personnels, des facteurs relationnels qui sont très importants et des facteurs socio-écologiques. En ce qui concerne la résilience personnelle, c'est très important de noter l'importance de la prise en compte du corps, y compris pour la résilience psychologique. Et on a vu également dans cette pandémie que les personnes les plus vulnérables au Covid étaient les personnes qui avaient un surpoids. Donc l'enjeu de la sobriété, de notre alimentation, de notre mode de vie, est vraiment un enjeu qui soutient la résilience de notre corps et de notre vie psychique aussi. Un autre enjeu important, c'est la capacité de réguler nos émotions débordantes et de pouvoir avoir une conscience de la réalité. On a parlé de la question de l'excès d'information. C'est vrai qu'on a mesuré à quel point on pouvait aussi être pris dans des bulles de pensée, dans des systèmes de pensée irrationnelle qui s'auto-renforçaient parce que les gens échangeaient sur les réseaux sociaux des informations qui ne faisaient que se confirmer mutuellement. Donc cet enjeu d'avoir un espace de recul et de pleine conscience est essentiel à notre résilience. Mais au fond, le facteur le plus organisateur, le plus structurant de la résilience, c'est la sécurité des liens d'attachement. La base de sécurité qu'on a eue dans l'enfance nous donne à la fois une fenêtre de tolérance émotionnelle plus large, nous donne aussi une image de nous-mêmes plus sécure et nous donne une meilleure capacité de mobiliser des liens constructifs dans notre entourage. Donc, je développe vraiment comment on peut soutenir cette sécurité des liens d'attachement
et restaurer un attachement sécure gagné quand on n'a pas eu la chance de l'avoir dans l'enfance. La commission des 1000 premiers jours s'est penchée récemment sur cette période dont l'importance est majeure et a souligné l'importance du temps. Le temps est le premier besoin des bébés pour ajuster, accorder leurs interactions avec leurs parents. Et cette accélération des rythmes de production et de consommation, d'exposition aux écrans, de dispersion de l'attention, vient vraiment mettre à mal cette qualité de présence et de temps partagé qui soutient la sécurité de l'attachement. Enfin, c'est très important aussi de travailler sur le soutien aux familles vulnérables. On a vu à quel point la pandémie avait plutôt renforcé les inégalités, enrichi les plus riches et fragilisé les plus pauvres, avec en France 1 million de familles de personnes supplémentaires qui ont dû faire appel à l'aide alimentaire. Au niveau des collectivités locales, il y a tout un travail de réflexion qui est fait sur la résilience. Il y a des plans de résilience, de même qu'il y a des plans hors sec pour faire face aux situations de catastrophe en phase aiguë. Et là, je vous ai représenté ce qui se fait aux États-Unis, des universités prestigieuses qui ont mis en place ce modèle Copewell aux 3 phases de la résilience face à un choc. La phase de préparation, la phase de résistance une fois que le choc est là, et enfin la phase de récupération. Et j'ai envie d'insister dans la phase de préparation sur l'importance de l'investissement dans les services publics et dans les biens communs. On a vu à quel point la fragilisation de l'hôpital public nous avait posé problème au début de la pandémie et encore maintenant, et sur l'inclusion des personnes les plus vulnérables. Au moment de la phase de résistance, je vais juste vous donner l'exemple des systèmes naturels dont on dépend et en prenant l'exemple des inondations, on voit bien que les villes sont d'autant plus exposées aux inondations quand il y a par exemple les épisodes cévenols, quand il y a eu une artificialisation des sols et quand il n'y a pas eu d'entretien de tout ce système naturel qui permet d'absorber les variations des pluies. Enfin, un aspect très important, c'est le sentiment d'équité et de cohésion sociale. L'étude des catastrophes naturelles montre que les premiers mouvements spontanés sont vraiment des mouvements d'altruisme, d'entraide, de coopération. On l'a bien senti aussi au début de la pandémie, la mobilisation de réseaux de voisinage, de solidarité envers les personnes isolées, tous les jeunes qui se sont engagés dans les associations de solidarité envers les plus pauvres. Mais dans la durée, on voit que cela ne tient que si les personnes ont un sentiment d'équité, n'ont pas l'impression qu'il y a des profiteurs et des laissés pour compte. Et la cohésion sociale est un facteur essentiel à notre résilience collective. Donc, j'ai essayé de traduire ça dans un schéma qui reprend un petit peu les éléments de la fenêtre de tolérance en montrant que dans la phase de préparation, à gauche, il y a tous ces investissements dans la qualité des services, des infrastructures, de la santé publique, le fait de garder un écosystème résilient. Et là aussi, il y a tout ce travail d'urbanisme pour que les villes soient plus tolérables au moment des vagues de chaleur pendant l'été. Et c'est tout ce que fait le mouvement de la transition, de préparer la résilience des territoires en les aménageant comme un écosystème durable, productif, riche en emplois et en liens sociaux, économe en ressources, en eau et en énergie. Dans tout ce qui concerne l'aspect relationnel de la résilience, pour renforcer notre résilience, il y a tout cet enjeu de la cohésion sociale qui permet de mobiliser nos motivations spontanées que les études de psychologie sociale ont bien montrées, à la compassion et à l'altruisme, mais celles-ci qui peuvent être mises à mal
s'il y a un sentiment d'injustice, d'inéquité, ou s'il y a des groupes sociaux qui se polarisent avec des nous cloisonnés et hostiles les uns aux autres, d'où l'importance du dialogue interculturel et du dialogue interreligieux également, pour vraiment inclure l'ensemble des groupes de pensée dans la cohésion sociale. Et enfin, il y a un autre aspect que j'ai peu évoqué pour l'instant, mais qui est essentiel à la résilience, c'est la capacité à avoir une vision positive du futur. Et c'est quelque chose qui atteint beaucoup la résilience des adolescents actuellement. C'est cette conscience que notre monde est à un moment critique, et cette conscience également du décalage entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait, et du coup cette difficulté à se projeter dans des études, un travail qui ont du sens, quelque chose qui va pouvoir vraiment inverser la tendance. Donc, je vais détailler un petit peu après des modèles justement qui peuvent nous donner une ouverture à cette vision positive du futur. Et ce que je voudrais souligner, c'est à quel point, pour rester dans cette fenêtre de tolérance, ça va être important également de mettre en place des régulations sociales qui vont éviter les comportements excessifs et profiteurs. Et donc, il y a tout un ensemble de régulations à la fois de la violence, mais aussi de tout ce qui est l'accaparement de la richesse par les plus riches, avec toute une régulation de l'économie et des taxations, des incitations, d'orientation des investissements qui va être nécessaire pour qu'ils aillent soutenir vraiment ce qui construit notre résilience collective. Et puis, du côté du bas de cette fenêtre de résilience, tout l'enjeu d'intégrer les personnes exclues, les personnes pauvres, isolées, qui ont beaucoup souffert pendant le confinement, les migrants qui ont été en grande insécurité, les personnes désespérées, avec tout cet enjeu du risque suicidaire qui est présent. Dans le MDR, on a l'habitude de traiter les personnes qui ont des stress post-traumatiques, mais les praticiens EMDR ont été confrontés dans des situations de catastrophes naturelles à la difficulté de traiter de nombreuses personnes quand il y avait peu de ressources en thérapeute. Et quelque chose de très intéressant s'est mis en place, qui sont les protocoles de groupe, qui ont été d'abord validés scientifiquement dans des situations de catastrophes naturelles, mais qui ont aussi été appliqués pour des groupes qui sont victimes de traumas similaires. Là, c'est l'exemple d'une intervention que j'ai faite au Cambodge pour des jeunes filles placées en internat suite à des violences domestiques graves. Et c'est vraiment passionnant de voir à quel point on arrive à traiter de nombreuses personnes avec des moyens limités. Voilà un exemple de ce travail qu'on fait à Lyon pour des réfugiés ou des personnes en réinsertion, et qui a été fait pour l'instant dans un contexte associatif et que j'espère commencer prochainement au mois de mai en lien avec le Centre régional du psychotraumatisme. On utilise le dessin, ce qui protège les personnes de partager des traumatismes qui sont trop honteux, comme les viols. Et on voit l'évolution, là c'est la première image A, après la deuxième image B, la troisième image C, la quatrième image D. La personne représente son vécu traumatique et cote de 0 à 10 l'intensité de la perturbation que ça active quand elle y pense maintenant. Après, il y a des séquences de stimulation bilatérale alternée qui peuvent être aussi un tapping alterné, comme vous l'avez vu sur la photo précédente. Et on voit comment sa représentation d'elle-même évolue avec une libération de la parole et avec un niveau de perturbation émotionnelle qui diminue grandement.
Je reviens maintenant à la résilience nationale et j'ai été très frappé de regarder le compte-rendu du Forum économique mondial qui a eu lieu à Davos en 2020, qui n'a pas la réputation d'être particulièrement gauchiste ou altermondialiste, et qui a fait une sorte de révolution culturelle. Il n'y a pas d'avenir dans le scénario business as usual. Nous sommes en train d'atteindre des points de bascule irréversibles pour la nature et le climat, et plus de la moitié du PIB mondial est potentiellement menacé par la perte des systèmes naturels. Et c'est très intéressant parce qu'il propose 15 grands enjeux de transition, à la fois pour les entreprises et pour les gouvernements, qui reprennent quasiment un programme écologiste, en identifiant le système d'utilisation des aliments, des terres et des océans favorable à la nature. Et là aussi, j'ai envie de souligner la synergie. Il y a eu un article de synthèse très important dans le Lancet, fait à la fois par des nutritionnistes et des agronomes, qui montrait la convergence absolue entre ce qu'il fallait faire évoluer des modes d'alimentation, à la fois une alimentation moins riche en protéines, plus riche en végétaux, moins industrialisés, et ce qu'il fallait faire évoluer des modes de production agricole pour qu'elles soient durables, pour qu'elles soient plus résilientes face aux ravageurs, qu'elle ait plus besoin de pesticides, d'intrants, etc. Ces enjeux de transition concernent aussi tout le domaine des infrastructures, de l'urbanisme, de l'environnement bâti, le système extractif, énergétique, industriel. Donc, il y a quelque chose d'une convergence des perspectives qui est assez impressionnante. Une économiste britannique, Kate Raworth, a repris cette image que je vous présentais initialement du GIEC, de l'espace de résilience de l'humanité pour la planète, en montrant qu'il y a un plafond écologique qu'il ne faut pas dépasser, avec les limites à la fois liées au changement climatique, l'acidification des océans. Enfin, il y a toute une série de limites, dont également la perte de biodiversité, qui, si on les dépasse, vont rendre difficile l'habitabilité de la planète. Et il y a un plancher social qui correspond aux besoins de base qui sont importants à respecter pour l'ensemble de la population. Et elle dit qu'on doit raisonner maintenant pour orienter notre modèle économique à l'intérieur de cet espace entre le plancher social et le plafond écologique. Pour appliquer ça de façon plus concrète en France, il y a plusieurs think tanks qui réfléchissent le sujet. Je pourrais citer Negawatt sur les enjeux énergétiques ou After sur les enjeux d'utilisation des terres. Et il y a un projet très intéressant qui s'appelle The Shift Project qui prend cette perspective systémique pour montrer comment prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, à la fois des entreprises, des consommateurs, des habitants, et les réalités des limites des écosystèmes aussi, en considérant toutes ces interactions entre l'industrie qu'il faut faire évoluer vers une industrie décarbonée et résiliente, les usages, notamment le logement, la mobilité, les forêts, l'agriculture, les sources d'énergie et la possibilité de fournir des services accessibles, en particulier aux plus vulnérables dans ces différents secteurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne va pas vers une perspective démoralisante et misérabiliste. Il y a vraiment là aussi des représentations de ce que pourrait être, par exemple, l'urbanisme en 2050, l'évolution des villes, qui sont tout à fait source d'espoir et encourageants. Voilà encore un schéma qui vient du GIEC, qui nous montre à quel point l'importance du changement est énorme et qui doit se faire à tous les niveaux en même temps. C'est ce qu'ils appellent un changement transformateur ou un changement de paradigme
qui doit s'appuyer d'abord sur des changements personnels et en particulier des changements de vision du monde. Qu'est-ce qui peut être un futur souhaitable? Des changements politiques autour de tous les systèmes de régulation qui donnent des règles et des limites à l'action des individus et des entreprises. Et l'ensemble de ces changements à tous les échelons, aussi bien international, européen, national, régional, local, et des changements personnels peuvent arriver à une synergie qui permet de mettre vraiment en place des changements de comportement qui s'appuient sur des incitations à la fois économiques et aussi sociales, puisqu'on est très sensible au regard social. On a montré par exemple que de voir un individu avoir des comportements altruistes motive son environnement à avoir les mêmes comportements. Et également des réponses techniques qui permettent que ces changements de comportement soient possibles pour le maximum de personnes. Un exemple qui est très inspirant de cette synergie, cette fois-ci entre l'homme et le monde naturel, est la permaculture, qui est cette façon d'organiser les systèmes naturels, d'utiliser la synergie entre tous les végétaux, les micro-organismes du sol et les vers de terre, les autres organismes, pour avoir un écosystème qui soit à la fois résilient, qui soit moins dépendant de l'eau, qui n'ait pas besoin d'apport de fertilisants extérieurs ou de pesticides. Les végétaux se protègent mutuellement contre les attaques de parasites, la biodiversité s'enrichit, le stockage de carbone dans ces terres s'enrichit aussi, et finalement le sol, au lieu de s'appauvrir comme avec l'agriculture industrielle, s'enrichit, devient de plus en plus fertile, et la productivité de petites surfaces peut devenir maximum. Voilà des grands thèmes qu'on pourrait décliner, je pense, je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais à tous les niveaux des systèmes qui vont soutenir la résilience. La question du temps et du besoin de ralentir, à la fois, comme je vous l'ai dit, au niveau des systèmes de l'attachement, de la capacité des personnes à avoir un espace de recul, de pleine conscience, également le temps nécessaire aux collectivités locales pour créer des liens de confiance, pour coopérer, pour se connaître, avoir un dialogue interculturel, la juste dimension des espaces et des groupes, et un point central qui rejoint la dictologie, c'est le refus de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure, de l'avidité, de la toute-puissance. Et là, on est vraiment un petit peu dans un point central aussi de notre changement de modèle par rapport à cette logique publicitaire de la consommation toujours plus, de l'avidité, de l'excitation croissante. Les liens sont plus importants que les biens, et ça, la résilience nous le montre bien. C'est vraiment l'appui sur des tuteurs de résilience qui nous permet d'avancer. La diversité et l'importance des connexions entre les organismes renforcent la résilience des écosystèmes, et c'est également vrai de la résilience des groupes sociaux. C'est la qualité des relations et la richesse des connexions qui renforcent la résilience, qui permettent de valoriser la compétition, la coopération plus que la compétition. Donc voilà cette fenêtre de résilience à tous les niveaux du système qui reprend un petit peu cette idée, mais je dois aller vite. Et pour conclure, je vais essayer de vous illustrer ce nouveau paradigme auquel nous sommes appelés. Je reprends Abdenour Bidar que j'avais cité au début, qui nous dit « Voilà le dénominateur commun de toutes nos crises. La souffrance ou rupture de nos liens essentiels, notamment ce triple lien vital qui nous fait respirer, ouvrir grand nos poumons et notre cœur, grandir en humanité. Le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature. Avec ce triple lien viennent naturellement pour nous le sens et la joie de la vie. Voilà donc un nouveau paradigme possible, la vie bien reliée. Et voilà du même coup un objectif majeur,
réparer ensemble le tissu déchiré du monde. C'est vraiment la même chose que dit le pape François dans son encyclique Laudato Si, où il parle de ces 4 liens, le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature, le lien à la transcendance. Et c'est ce que développe aussi le mouvement de la transition intérieure, qui soutient vraiment l'enjeu de cette motivation et de cet engagement au changement, où pour surmonter la sidération, pour tenir face aux difficultés, pour bien coopérer, il lui paraît essentiel de valoriser la posture du méditant militant qui se nourrit à la fois dans ce lien à soi, cette qualité de lien aux autres, ce lien à la nature, le lien à la transcendance. Je terminerai juste par un petit conte que nous propose Hubert Reeves, qui dit finalement, si on suppose que d'autres espèces intelligentes se sont développées sur d'autres planètes, en se baladant dans le cosmos, on verrait un peu 2 sortes d'exoplanètes. Des planètes qui auraient continué un développement avec une luxuriance de créativité, de diverses formes de vie, etc. Et puis des planètes qui se seraient autodétruites, qui seraient radioactives et sans aucune forme de vie. Et il dit finalement, chaque espèce vivante intelligente doit passer une sorte d'examen de passage. Est-ce que vous parviendrez à coexister avec votre propre puissance et à ne pas vous auto-éliminer? Il appelle l'homme l'énorme, considérant la rapidité de son développement et de son impact sur la planète, ce qu'on appelle l'anthropocène. Et il dit, voilà, pour l'instant, il y a eu ce mouvement de développement de l'énorme. Qu'est-ce qui peut donner espoir que les normes arrivent à s'auto-limiter? Il voit des signes encourageants de changement des mentalités qu'il appelle le réveil vert. Et il dit finalement, le moteur qui peut permettre de changer est la compassion. Avec le cadeau de la compassion, Dame Nature a donné à l'énorme un moyen et un espoir de cohabiter avec sa propre puissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Contana. Alors écoutez, tout de suite, je peux vous dire, en ayant passé le chat rapidement en revue, votre programme est approuvé pratiquement à l'unanimité. Donc déjà, certains webinariens vous promeuvent futur président. J'espère que vous êtes content de l'apprendre. Voilà, donc c'était remarquable ce travail, c'est remarquable le travail que vous avez effectué. Et effectivement, des notions de méditant, militant, ce lien à soi, aux autres, à la nature, à la transcendance, ont aussi éclairé tout ce que vous avez développé autour de ce concept de résilience, qui s'inscrit, si j'ai bien compris, dans une perspective systémique. Les interactions sont multiples entre la résilience personnelle, familiale, collective, nationale, écologique. Et chacun de ces facteurs de résilience peut à la fois s'appuyer sur les autres ou aussi les renforcer. Donc, c'est un peu tout ce travail nous montre mieux comme tout est finalement interdépendant et effectivement nous incite à aller beaucoup plus loin que effectivement la conception au départ de la résilience qui est peut-être plus centrée sur la personne et ses propres moyens dans un environnement proche. Donc, je vous remercie beaucoup. Par ailleurs, je vois qu'il y a des questions, en tout cas des exclamations sur l'intérêt tout à fait de cette présentation. Merci, c'était très intéressant, nous dit-on. Une question qui porte un peu sur fenêtre, j'ai vu quelque part fenêtre de résilience et fenêtre de tolérance. Est-ce que pour vous c'est synonyme? C'est une question qui est apparue au cours de votre exposé. Peut-être un mot de précision. Non, c'est pas synonyme, mais la fenêtre de résilience
s'appuie sur la notion de fenêtre de tolérance. Et donc, disons que c'est plutôt une, une métaphore parce qu'elle n'a pas les mêmes fondements neurophysiologiques que la fenêtre de tolérance. Mais c'est pour dire que on peut réfléchir les processus de résilience un peu de la même façon au niveau individuel où on les réfléchit beaucoup par rapport à la fenêtre de tolérance qu'au niveau collectif plus large. Votre expérience de psychiatre spécialiste des troubles post-traumatiques vous a-t-elle permis d'objectiver facilement finalement des situations de développement du pouvoir d'agir chez des personnes dans des environnements défavorables? Et aussi la question qui me viendrait après, c'est du fait de cette approche systémique, est-ce que ça a été pour vous l'occasion de tisser des liens et de construire des ponts entre différentes disciplines, voilà, entre acteurs de différents champs? Ben oui, c'est vrai que pour mon livre, j'ai fait beaucoup de recherches dans des champs qui n'étaient pas mon domaine de compétences privilégiées. J'ai eu l'occasion de pas mal d'échanges aussi et je présente un petit peu les experts sur lesquels je me suis appuyé. Euh, c'est vrai que moi, je suis assez sensible à l'éco-anxiété. La première personne qui m'a vraiment plus sensibilisé, c'est en fait une collègue psychologue qui m'a dit, une collègue praticienne EMDR également, hein, qui m'a dit, écoute, je travaille sur le trauma, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais là, il y a un truc, je bloque. Et finalement, la confrontation à l'éco-anxiété et à l'anticipation de possibles effondrements est une sorte de stress pré-traumatique. Et donc, il y a toute une réflexion qui est très intéressante, qui permet de réfléchir son approche un peu de la même manière. C'est-à-dire que la première phase face à un trauma, c'est la sidération ou le déni. Et puis après, il peut y avoir des réactions émotionnelles excessives, soit du côté d'une révolte, d'une colère violente, soit du côté de la fuite dans des addictions. Euh, et donc, c'est tout un travail à la fois individuel, mais aussi très collectif, qui se développe pour travailler sur l'éco-anxiété, avec notamment aux États-Unis une éco-psychologue qui a été un peu pionnière, qui s'appelle Joanna Macy, qui a développé ce qu'elle appelle le travail qui relie. On revient toujours sur cette idée de la résilience dans les liens, avec ces quatre liens à soi-même, aux autres, à la nature et à plus grand que soi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être il me semble qu'on a un peu dépassé dans le temps, mais je ne vois pas de signe d'alarme encore du côté des organisateurs. Donc peut-être Gérard, je vais vous repasser la parole en tant que, on a dit, grand témoin de ces interventions. Donc on a pu vous écouter tout au long déjà de ces interventions, mais ce serait peut-être intéressant que vous nous donniez votre mot, votre synthèse, pas conclusion parce qu'on ne va pas conclure. Et puis je pense qu'on va se revoir aussi dans des journées prochaines que vous devez aussi nous annoncer. Donc Gérard Oster, Voilà. merci beaucoup Emmanuel Contamin et je passe donc la parole à Gérard Osterman. Merci. Merci beaucoup, Martine. Martine qui a largement œuvré en tant qu'addictologue au niveau de l'ARS sur le schéma addictologie aquitaine. Bon, je dois dire que là, vraiment, moi, je suis impressionné par ton travail, Emmanuel, autour de la question de la résilience, en développant, comme tu l'as fait, effectivement, un raisonnement un peu différent de celui que l'on connaissait d'habitude autour de la résilience, c'est-à-dire que nous sommes effectivement le produit d'un environnement qui agit sur nous de façon multifactorielle et selon différentes échelles. Mais ce que tu nous montres de façon remarquable, c'est que la relation est réciproque, c'est-à-dire qu'à notre tour, nous pouvons et nous devons agir et modifier cet environnement qui,
d'une certaine manière, nous façonne, on pourrait dire au sens de Boris Cyrulnik, nous structure et nous sculpte depuis notre conception. Donc, je pense que la formidable résilience du vivant permet toujours de modifier la façon dont l'environnement nous a construits. Et ça, je crois que c'est important. Tu as insisté sur les rôles de l'attachement. Je pense que l'attachement, c'est le plus puissant régulateur émotionnel qui existe. C'est-à-dire que si on n'a pas d'attachement, on est effectivement dans un risque qui est presque une anti-résilience d'une certaine manière. C'est-à-dire que poser la question de la base de l'attachement, c'est aussi évoquer en miroir négatif le rôle dévastateur de la négligence. Tu parlais de la compassion, mais aussi il faut penser à presque l'inverse, qui est la dynamique négative de la négligence. Tout ce que tu nous apportes, effectivement, est une véritable construction. Alors, c'est difficile, bien sûr que je ne vais pas conclure sur le sujet, ça serait un peu prétentieux. Moi, je dirais que ce que j'ai envie de dire à Michel Craplet, à Bertrand Vergely et à toi, et je pense que tout le monde le dira, c'est un petit mot très simple qui a une vertu magique, ça s'appelle merci. Encore faut-il savoir le dire, merci. Encore faut-il savoir le dire pour que s'ouvre le sésame de la gratitude qui réjouit tout autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Je dirais dire merci du bout des lèvres en maugréant, ce n'est pas exprimer sa gratitude, mais se soumettre à un code de politesse élémentaire en passant d'ailleurs à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de la présence de l'autre. Et je pense que le don passe par soi, même si nous n'en sommes pas l'origine. La gratitude n'invite pas à rendre l'appareil, mais à faire fructifier ce qui nous est donné en allant de l'avant vers une histoire nouvelle. Alors, c'est que merci, je dirais, repose entre deux rives, c'est-à-dire entre deux êtres, c'est-à-dire entre deux personnalités, ou, à l'instar de ce que pourrait dire Bertrand, entre deux libertés, comme le mot pardon d'ailleurs. Entre ces deux rives, il est souvent malmené, parfois il est même carrément violenté avant de sombrer. Comme le fleuve, je dirais, est agité et profond, comme il est difficile la distance à franchir de vous à moi, de lui à elle, de celui qui donne à celui qui reçoit, de celui qui se sent l'obligé à celui qui se croit justement grand Seigneur. Alors merci à vous trois, merci est le mot de confiance, et comme c'est une sorte de pacte d'alliance, eh bien, je dirais cette alliance, nous allons essayer de la retrouver lorsque peut-être nous allons nous retrouver en présentiel le 24 juin autour de la question de l'intentionnalité. La sève, je dirais, circule entre les humains, l'amitié et les rencontres. Alors, quelques heures ne suffiront pas à étouffer le simple mot qui fait couler les autres paroles, les échanges, les informations et les soutiens. Je crois que le merci que je ressens vis-à-vis de vous et du côté de la fécondité et de la profusion, ce n'est pas un terme pour un comptable. Pour qu'il vienne bien, eh bien, il faut aussi effectivement le vivre. Le merci en retour importe assez peu, je dirais. Comment la gratitude va pouvoir ouvrir l'éventail de ce pli unanime, pour reprendre le mot de Mallarmé, par lequel tous les êtres rendent grâce d'exister. Et je sais que le verbe aimer était pour Spinoza la façon de dire merci Emmanuel, merci Michel, merci Bertrand d'exister, et merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Juste peut-être, je vais peut-être rajouter un petit mot si on a encore l'antenne, pour vous dire, pour ceux qui le souhaitent, que vous pourrez visionner en replay gratuit pour les adhérents du Collège régional des addictologues Aquitaine. Un lien sera adressé. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez maintenant adhérer en ligne via le site internet du collège ou en suivant un lien envoyé dans l'invitation au webinaire, vous l'avez. Et vous allez recevoir prochainement une enquête de satisfaction. Merci de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos observations. Et à se revoir bientôt, puisque donc au niveau du collège, développer une réflexion autour de l'organisation d'une nouvelle journée. On a appris donc les restaurants seraient peut-être ouverts, c'est une bonne nouvelle. Cette journée étant prévue le 24 juin, c'est dans pas très longtemps, autour de l'intentionnalité
en thérapie. Peut-être, Gérard, deux mots de… Voilà, non, mais l'intentionnalité, il y a une intentionnalité d'une participante que j'apprécie énormément, qui était là, qui est Eugénie Poré, qui est anthropologue et qui a écrit d'ailleurs de magnifiques ouvrages, qui m'a envoyé ce petit SMS tout à l'heure, qu'on va garder comme note d'humour, signé par Claude Brasseur, mais entendez bien le mot, à force de vivre sous pression, il se faisait de la mousse et on l'a mis en bière. Alors, on ne va pas aller jusque-là et on va essayer d'être, effectivement, de garder le vivant en nous. Merci Eugénie et merci encore une fois à vous tous et à vous retrouver sur nos lignes le 24 juin autour de l'intentionnalité, intentionnalité qui ne sera toujours que bienveillante, bien évidemment. Merci Bertrand encore. Tu veux dire un mot, Bertrand? Ouvre ton micro. Le mot de la fin est celui du philosophe. Alors, je crois que tu as oublié de dire quelque chose, c'est merci, et je le dis à ta place. J'ai senti que tu voulais dire ce mot, que tu t'étais empêché de le dire, et à mon avis, il me paraît important de dire une seule chose, merci, et merci Gérard Osterman. Merci à toi, Bertrand. À bientôt.